on a besoin maintenant d'initiatives qui soient vraies, qui soient authentiques. On a besoin de s'écarter de tous ces gens qui nous font de la surenchère avec l'IT. Il n'y a pas forcément la magie qu'on a en Occident où on génère des déchets, on les pose en bas de chez nous et ils disparaissent quand on est entrepreneur. Et c'est presque un peu vertigineux d'ailleurs. Je peux maîtriser l'intégralité de la chaîne et un peu vraiment proposer quelque chose de totalement cohérent où on a regardé chacun des éléments de la chaîne. Sur Merlin, c'est qu'il n'y a pas un détail qui a été oublié. Et tu vois, demain, s'il y a Élise Lucet qui veut venir me rentrer dedans, je suis trop content. Mais je dis, viens, parce que tu gardes ton fil rouge de dire, je veux proposer le produit d'entretien avec le plus faible impact possible sur l'environnement et la santé. C'est parti. Salut Maxime. Salut Antoine. Merci de faire l'interview aujourd'hui. Je suis vraiment ravi. J'ai découvert Merlin il n'y a pas très longtemps et j'ai trouvé ça vraiment chouette et je voulais le partager un petit peu autour de moi. Merci de m'accueillir dans ton émission. Avec grand plaisir. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter toi et aussi ce que tu fais, Merlin tout simplement? Bien sûr, je m'appelle Maxime Giroux, je suis père de 4 filles, j'ai 37 ans et j'ai une carrière plutôt marketing. J'ai fait 11 ans de marketing au sein de Nestlé. Et suite à ça, je suis parti avec ma femme et nos 3 filles à ce moment-là. On est parti en volontariat pour 2 ans et on a été envoyé en Haïti, où on a travaillé dans l'éducation et une expérience qui a été assez fondatrice, assez forte évidemment, parce qu'on a vécu là-bas et par des prises de conscience aussi sur l'impact que pouvait avoir notre consommation sur l'environnement. Au retour, j'ai décidé de m'engager aussi et puis de me lancer dans l'entrepreneuriat et de lancer une marque de produits d'entretien qui s'appelle Merlin. Voilà, avec l'idée de dire réduire les produits d'entretien à l'essentiel pour limiter au maximum leur impact sur l'environnement, sur la santé. Et avec aussi une idée d'avoir une contribution positive puisque ces produits d'entretien sont fabriqués à 100% dans un atelier d'insertion, donc un ESAT, donc par des personnes en situation de handicap. Trop bien, franchement, bravo, c'est top. Et du coup, c'est vraiment après ce voyage que vous avez eu le déclic pendant le voyage? Oui, tout à fait, parce on n'était pas. L'idée de ce volontariat, c'était de se rendre disponible pour mettre nos compétences au service des personnes de besoins locaux. Donc ça a été une partie de notre volontariat. Mais on a aussi pu voir, parce qu'en Haïti, il n'y a pas forcément la magie qu'on a en Occident, où on génère des déchets, on les pose en bas de chez nous et ils disparaissent comme par magie. Notre problème, puisque c'est un vrai problème, disparaît de nos yeux. En Haïti, il ne disparaît pas. Donc, on est vraiment dans la vérité par rapport à la consommation et l'impact de notre consommation sur l'environnement. Donc, j'achète n'importe quoi, un emballage, je vais consommer ce qui est dedans et je me retrouve avec l'emballage sur les bras. Et qu'est-ce que je vais en faire? Si c'est du plastique, si je le brûle, ça va faire une fumée noire. Si c'est du papier, je le brûle, c'est pas forcément bon. Le verre, qu'est-ce que je fais avec du verre dans une logique où il n'y a pas de recyclage? Donc, tout ça, ça modifie profondément, ça a profondément modifié notre vision de la consommation, déjà pour consommer moins, mieux, et se dire qu'on a vraiment un impact et qu'il faut repenser, que c'est aussi le travail des fabricants de repenser la manière d'amener les produits, les réimaginer pour les amener de manière bien plus efficace, avec un impact bien moindre sur l'environnement. Donc c'était vraiment cette expérience qui a généré chez moi le désir de proposer une autre solution. Pourquoi les produits d'entretien? Un nettoyant ménager aujourd'hui, c'est 90-98% d'eau qu'on nous vend dans un emballage en plastique qui est produit pour être jeté 3 mois plus tard et qui va être incinéré dans 42% des cas. Ça, c'est des sources Citeo. C'est pas, je l'invente pas. Donc incinéré ou enterré dans 42% des cas. Donc c'est un impact majeur. Et ça, on en consomme 11. Chaque foyer français en consomme 11 par an. Donc c'est énorme. Et donc, en me penchant là-dessus, je me suis dit, ça tourne pas rond, il faut une alternative. Et puis, on parlait beaucoup des ingrédients bruts, donc bicarbonate, j'y suis allé aussi, vinaigre. Bon, ça sent pas très bon, je trouve que c'est pas tout le temps efficace, et puis j'ai pas envie de faire ma petite tambouille moi-même. Et quand je regardais sur les forums, j'ai vu aussi beaucoup d'âneries, des gens qui font des mélanges qui sont presque pires que les produits classiques. Donc, a commencé à naître l'idée de dire, pourquoi ne pas préparer quelque chose qui serait aussi clair que du fait maison, mais dont l'efficacité, dont l'innocuité serait validé par un laboratoire. Trop bien. Et en plus, ce qui est génial, c'est que
plus d'offrir une solution pour ceux qui utilisaient déjà ces produits-là, ou les produits bruts, d'offrir une solution plus facile et qui incite les autres consommateurs qui ne le faisaient pas forcément à se tourner vers ça aussi. Ça, Exactement. Merlin, il y a une démarche vraiment militante où je pousse pas à la consommation quand j'ai des contacts avec les personnes qui sont déjà aux ingrédients bruts, qui en sont contents. J'ai dit très bien. Surtout, ne changez pas et ne venez pas sur Merlin. Merlin va s'adresser aux personnes qui voient qu'il y a un problème avec les produits actuels et se disent j'ai pas le temps. C'est un profil assez familial, des personnes qui n'ont pas vraiment le temps de faire leurs produits eux-mêmes, et qui n'ont pas l'énergie ou qui ont été déçus. Parfois, il y a des personnes qui sont déçues pour des problèmes d'odeur, pour des problèmes d'efficacité. Et leur dire voilà, j'ai une solution qui sera comme du fait maison. Il y a quand même un petit effort. Je mets 2 cuillères dans 500 ml d'eau. Donc, je fais ça à la maison. Ça permet d'éviter le transport d'eau, ça se permet dans une logique de réutilisation de son flacon. Et en même temps, c'est facile parce qu'il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à faire sa recette. Le seul geste que j'ai besoin de faire, c'est prendre ma cuillère et verser 2 petites cuillères et c'est tout, quoi. Et ça, je le fais tous les mois et demi, quoi, à peu près, maximum. ouais, c'est génial. Par rapport à ton modèle, parce que bon, avoir les idées, c'est bien de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais est-ce que tu avais déjà été formé? Est-ce que tu avais déjà des inspirations, des modèles, des personnes qui t'ont aidé à te lancer? Alors, j'ai un ami qui est déjà entrepreneur, donc qui me donnait pas mal envie. Après, Mm. on en connaît beaucoup des entrepreneurs. Ça donne envie pour ce côté, d'une certaine manière, liberté d'aller où on veut. C'est-à-dire, quand on est entrepreneur, on peut, et c'est presque un peu vertigineux d'ailleurs, c'est le côté où je peux aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Où je peux maîtriser l'intégralité de la chaîne et avoir aussi proposé, et c'est ça pour moi la vraie valeur ajoutée de l'entrepreneur. Et c'est là où je suis parfois déçu chez certains entrepreneurs, Mm. c'est qu'on peut vraiment proposer quelque chose de très cohérent, Ouais. puisque souvent on est un, deux, allez, trois, quatre maximum associés. On va réfléchir ensemble et on peut proposer quelque chose qui est très cohérent d'un bout à l'autre. On n'est pas une grosse structure où il faut répondre à plusieurs objectifs qui parfois sont contradictoires et qui nous obligent à faire des compromis. Donc, je connais parce que j'ai travaillé dans une grosse structure, mais qui a ses avantages aussi. Quand on est une grosse structure, on peut avoir beaucoup d'impact si on le choisit. Mais quand on est une petite structure et quand on est seul ou à deux, on peut vraiment proposer quelque chose de totalement cohérent où on a regardé chacun des éléments de la chaîne. C'est ce que j'ai fait moi sur Merlin, c'est qu'il n'y a pas un détail qui a été oublié. Et tu vois, demain, s'il y a Élise Lucet qui veut venir me rentrer dedans, ben, je suis trop content. Quoi. Mais je dis, viens à moi et on va discuter. Et je suis prêt à être challengé sur chaque millimètre de ce projet, sur mes choix de packaging, sur mes choix d'étiquette, sur mes choix d'ingrédients. Enfin, je suis capable de justifier chacun des éléments, puisque j'ai vraiment pris le produit depuis zéro. Je suis allé voir un laboratoire avec mon cahier des charges un peu d'idéaliste, de dire alors je veux le moins d'ingrédients, des ingrédients français, donc un circuit court, issu d'une valorisation de biodéchets, sans symbole de danger, mais tout aussi efficace que le. Donc, il a fallu faire des petits compromis. On ne pouvait pas être tout aussi efficace que les produits classiques parce qu'ils sont tellement dans la surefficacité que d'une part, on n'en a pas besoin de cette surefficacité, à part pour nettoyer peut-être une cuisine qui n'aurait pas été nettoyée depuis 30 ans. Là, il y a besoin effectivement d'un monsieur propre et d'une efficacité de monsieur propre. Mais pour un besoin quotidien, c'est avoir 7 sur 10, ce que propose Merlin, c'est bien suffisant. Donc, tu fais des compromis. Voilà, et par exemple, il y a un ingrédient, je n'ai pas trouvé tous mes ingrédients fabriqués en France. Il y a un ingrédient qui est fabriqué en Belgique, donc on reste sur des circuits assez courts. Et en Belgique, ils le proposent, ils le fabriquent à partir d'une fermentation, donc un processus très peu polluant, très proche de ce qui pourrait arriver dans la nature, et sur une base de biodéchets, donc une valorisation de résidus de betterave et de canne à sucre. Donc, tu vois, tu fais des compromis, je dis, bah oui, je suis capable de justifier le fait que ça ne soit pas fabriqué en France parce que c'est fabriqué pas si loin que ça et d'une manière qui est très respectueuse de la terre. Donc, parce que tu gardes ton fil rouge de dire, je veux proposer le produit d'entretien avec le plus faible impact possible sur l'environnement et la santé. Ok. Et pour retrouver tes fournisseurs, enfin, pour te poser les bonnes questions d'un entrepreneur, je sais pas, au niveau de la compta par exemple aussi, des statuts, etc., tu as été accompagné pour ça? Alors là, je me suis entouré, effectivement, j'ai regardé un peu les programmes qui existaient. Donc, tu as pas mal de programmes. Si tu regardes la CCI, fait des choses qui sont très bien. Elle a beaucoup de formations de petites sessions de 1h30 qui sont faites par des conseillers CCI sur les différentes thématiques, la compta, la communication, les statuts, la protection de sa marque. Il y a de nombreux ateliers qui sont proposés. Donc ça,
Moi, je me suis lancé en mars 2020, donc au moment du confinement. Donc tous les formats étaient passés en format Oui, digitaux. Donc, c'était super pratique. Je regardais ça à distance et ça venait nourrir ma réflexion sur Merlin au fur et à mesure. Donc, ça, j'ai beaucoup utilisé et c'est vraiment très bien fait. Et parfois, tu as t'as des formateurs qui sont de très, très grande qualité. Donc, ça, surtout, il faut les utiliser. Il y a pas mal d'associations à côté. Regardez les associations locales, hein, faire travailler aussi oui, son tissu local. Puis un réseau entreprendre, mais qui est lui assez, enfin, qui est déjà très établi et qui sera plus dans un deuxième étape. Mais moi, par exemple, je travaille avec une association qui s'appelle l'AFAS, l'aide pour les créateurs d'entreprises, et qui est liée à la CCI de ma région. Voilà, eux m'ont donné un prêt, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais eux m'ont donné un prêt d'honneur. Enfin, et ils proposent d'accompagner aussi sur ces logiques-là. Et puis après, c'est aussi beaucoup de rencontres personnelles, de rencontrer. Enfin, l'entrepreneuriat est vraiment un mode de travail qui demande de rencontrer du monde et qui te fait rencontrer d'autres personnes, d'autres personnes, d'autres personnes. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu construis après ton histoire. Donc, c'est beaucoup un lieu de rencontre. exactement. Et toi, du coup, tu t'es lancé seul ou en équipe? Et je me suis lancé seul parce que l'associé est pas venu. J'étais à l'écoute de se dire, tiens, s'il y a quelqu'un qui veut être embarqué, mais c'est pas venu. Je sais que c'est quelque chose de délicat. Oui, Aujourd'hui, si je devais faire un conseil, je pense que c'est mieux de partir à plusieurs, parce que c'est une vraie force. On entend souvent, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et je pense que c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, en étant seul, en moins d'un an, j'avais deux produits dans les mains qui étaient testés, efficaces, enfin, prêts à être lancés. Donc, on va très vite ouais, et on peut proposer quelque chose de très cohérent. Après, pour aller plus loin, pour se déployer à plus grande échelle, être plusieurs, c'est quand même mieux. Et puis après, on est moins à risque quand on est plusieurs que d'être face à cette sûr. solitude de l'entrepreneur dont on entend beaucoup parler, qui est vrai parce que avoir ce ping-pong avec une autre personne, bon, on peut l'avoir avec tous les autres contacts qu'on a au cours de son parcours d'entrepreneur, mais c'est jamais, je pense, aussi riche que d'avoir vraiment un partenaire avec qui on discute en permanence, qui est conscient de tous les détails et qui va pouvoir avoir un échange bien plus fécond. Ouais, ouais, c'est clair. Et par contre, donc tu travailles avec une équipe, donc des personnes en réinsertion, tu disais? Donc exactement, aujourd'hui, le produit est totalement fabriqué dans un ESAT, les anciens CAT. Donc il est dans le 95, le Val d'Oise, à Taverny. Donc on fait travailler, c'est un ESAT qui accueille 130 personnes en situation de handicap autour de différents métiers, des métiers de conditionnement, des métiers de la restauration, le jardinage, enfin, et qui permet aussi de faire que les travailleurs puissent travailler sur plusieurs métiers et se former. Donc il y a une belle dynamique Ouais, et j'ai eu un très bon contact avec le directeur. Donc on travaille ensemble du coup et puis ils s'occupent de la totalité. Donc ils ont les ingrédients, ils les mélangent pour faire les poudres d'actifs, ils mm, mettent en sachet, ils envoient ils envoient les colis. Donc ils s'occupent de toute la chaîne. Et c'est ça que je trouvais intéressant. C'était vraiment leur proposer de s'occuper de l'intégralité du produit, pas d'avoir une seule étape, ce qui peut être le cas parfois dans certains ESAT, où ils s'occupent que une étape. mm, Donc là, ils ont vraiment la maîtrise sur l'intégralité de la chaîne. ok. Et ça, c'était une idée que tu avais eue dès le départ de créer un partenariat. C'est une idée, ouais. Bien sûr, parce que je pense que voilà, une entreprise doit être une initiative rentable qui génère du profit pour générer de la croissance et générer de l'emploi. Ça, c'est une des grandes missions d'une entreprise. Mais une entreprise doit aussi créer de la valeur partagée et faire sa part. C'est-à-dire que aujourd'hui, les ESAT sont très soutenus par l'État, etc. Et je pense que demain, il faut faire en sorte que ces centres puissent à la fois jouer leur rôle, parce que c'est un ESAT, c'est un centre médical avant tout, où le travail est vraiment placé. J'aime beaucoup la façon dont le travail est perçu. Le travail est un outil d'intégration et pas une fin en soi. Et donc, si le travailleur a un besoin d'accompagnement, le travail est stoppé et il va prendre son temps d'accompagnement. Donc, il y a une belle place du travail où le travail trouve toute sa logique. Donc, il y a ça que j'aime beaucoup et de prouver que voilà, les entreprises privées peuvent soutenir cette vision des choses, soutenir ces personnes qui sont plus éloignées de l'emploi voilà, en leur proposant la vision intégrale du projet. Ouais, c'est génial. Et alors, pour rentrer un petit peu plus dans les rouages techniques de l'entrepreneuriat,
Toi, tu as choisi quel statut pour Merlin et pour quelle Alors, j'ai raison? pris un statut de SASU. Ouais, SASU pour avoir, déjà parce que j'étais tout seul, donc c'est la société par action simplifiée unipersonnelle, parce que voilà, j'étais le seul actionnaire, pour avoir la capacité après de faire rentrer d'autres actionnaires à l'avenir. Il y a aussi une question de protection de ma famille. Hein. Ma femme et mes trois, maintenant quatre filles. Je vais les protéger, de faire en sorte que ce soit bien délimité, que ouais. le risque qu'on prend comme entrepreneur, on prend quand même un risque financier, ne pèse pas sur la famille, donc que ce soit bien délimité. Donc c'est les deux critères qui, pour moi, m'ont amené vers le statut de SASU, et aussi parce que certains vont privilégier le statut d'auto-entrepreneur, mais qui est très vite limitant au niveau du montant de facturation et de chiffre d'affaires que tu peux faire. Donc, comme l'idée, c'est de générer une croissance plus forte que ce que propose le statut de micro-entrepreneur, la SASU était le bon statut. Ok. Et on t'avait conseillé pour ça ou c'était via les formations de CCI? C'est via les formations de la CCI, c'est de la lecture, regarder un peu les blogs. Il y a pas mal de sites qui sont très bien faits aussi, qui accompagnent sur ces différents choix, qui montrent les pour, les contre, enfin, les différents avantages de chaque statut. Donc, c'est assez bien fait. Et tout à l'heure, tu as commencé à parler du financement. Comment tu t'en es sorti? Tu vois, tu avais un job à côté ou alors tu avais des économies? Comment t'as commencé? Alors, j'ai Pôle emploi. Enfin, on a la grande chance d'avoir cet outil merveilleux qui est Pôle emploi, qui nous permet de faire autre chose. Et ça, là, je remercierai jamais assez la France, c'est une super opportunité. Donc, Pôle emploi me permet d'avoir le minimum pour vivre. Et Hmm. puis après, j'ai pris tout mon bon apport personnel, enfin, toutes mes économies que j'ai mis dedans. Et après, j'ai été chercher quelques premiers financements. Donc, j'évoquais cette association LAFAS, qui fait une sélection, un petit comité chaque mois, et qui choisit des projets en lesquels il croit. Et il donne un prêt d'honneur, voilà, qui est un prêt personnel, hein, qui est appuyé sur moi, mais qui est après adossé à un prêt bancaire, et qui permet aussi de débloquer un prêt bancaire. Donc les deux, entre mon apport, ce prêt d'honneur et le prêt bancaire, ça m'a fait un montant significatif sur lequel je vis encore aujourd'hui, enfin l'entreprise vit plutôt, qui m'a permis d'investir dans la R&D, dans la communication, dans le stock, enfin Ouais, ouais. voilà, de pouvoir assurer ma subsistance pour au moins les 6 prochains mois. Et après, maintenant, il va falloir assez vite, comme l'idée, c'est d'accélérer, de faire grandir l'équipe, il va falloir trouver de nouveaux financements, parce que comme c'est quelque chose qui prend, on le sait, à peu près 6 mois, Ouais. commencer déjà à travailler maintenant pour les prochains financements, pour pouvoir consolider l'équipe et travailler la diffusion du produit. Ok. Et, et ouais, tu peux faire un petit retour en arrière sur la timeline de Merlin. Parce que là, ça fait donc depuis mars dernier. Euh, j'ai vu que tu avais fait une campagne Ulule aussi, donc tu peux refaire un petit peu la timeline du lancement? Bien sûr. Alors du coup, j'ai pris la décision en mars, mi-mars, à peu près au moment du confinement, de dire, bah, ça y est, parce que j'ai hésité à revenir dans mes anciens souliers Nestlé ou me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai pris cette décision en disant, allez, c'est le moment ou jamais Très bien. d'essayer. Donc cette décision a été prise. Après, j'ai fait mon accompagnement, voilà, pendant un mois de travailler mon business plan, voilà, la crédibilité de la chose, de commencer à faire un screening, là, travailler mon cahier des charges de ce que serait un produit d'entretien, faire le benchmark du marché. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont fondamentales pour bien estimer le marché, confirmer qu'il y a vraiment un besoin, qu'il y a une offre, faire une petite enquête de consommateurs auprès de 300-350 personnes pour voir si la proposition qu'on peut porter peut avoir un écho auprès de consommateurs. Après, du coup, définir un cahier des charges, aller chercher des laboratoires. Donc là, on est à peu près en mai-juin, le screening de laboratoire, choisir un labo, commencer à développer la formule. Ça, c'était l'été 2020. Donc, le développement de la formule a pris un peu de temps parce que j'étais assez voilà, exigeant sur mon cahier des charges, sur l'idée d'avoir le moins d'ingrédients possible, des ingrédients en poudre pour que ce soit, pour éviter de mettre des ingrédients de procédés, dans des agglomérants, des antimotants qui ne sont pas vraiment nécessaires pour l'efficacité du produit. Donc ça a pris entre l'été jusqu'à octobre-novembre. Après, l'incorporation des parfums, enfin, il y a eu pas mal d'étapes pour valider la formule, enfin, les tests de stabilité. Donc, c'est un timing qui prend du temps.
Le choix des fournisseurs aussi prend énormément de temps parce qu'en fait, il y a peut-être une start-up à faire sur un site qui donnerait beaucoup plus de visibilité sur les différents fournisseurs qui existent. Voilà, je cherche un packaging, je cherche tel ingrédient, et puis de voir tous les fournisseurs. Il existe quelques sites, mais qui ne sont pas très bien faits, pas très actualisés. Donc, ça tout ce processus de sélection qui prend du temps. Donc là, on est à peu près en novembre, et après, j'ai commencé à travailler sur le plan de communication et d'accès au marché. Donc, j'ai choisi d'aller avec la plateforme Ulule, qui était la plateforme la plus répandue pour faire parler du projet. J'avais commencé à rentrer dans des concours entrepreneuriaux pour présenter ma proposition, et notamment le concours La Fabrique à Viva. J'ai commencé à communiquer, puis essayer de communiquer de façon un peu différente par des vidéos un peu décalées, des chansons, des petits sketchs, pour communiquer autrement, pour dire il faut que l'entretien de nos maisons se fasse maintenant autrement. Et après, j'ai eu cette campagne Ulule qui est vraiment le baptême du feu, parce que là, tu demandes aux gens de payer pour ton produit. Donc, c'est vraiment le moment où tu vois si ça fonctionne, et ça a plutôt bien fonctionné. J'ai eu 650 contributeurs. J'ai dû faire un peu moins de 30 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'était chouette. Et puis voilà, c'est le moment aussi où tu rentres dans la réalité il faut produire, donc accompagner l'atelier d'insertion, faire en sorte que tout se passe bien, que tout soit délivré dans la bonne qualité, donc simplifier tes processus. Voilà, donc c'est là où ça demande aussi un peu de surénergie pour tout se préparer. Et puis après, il faut continuer sur cette lancée pour continuer à développer le e-commerce, commencer à travailler à la diffusion. Donc la campagne Ulule, c'était février-mars. Et depuis mars, après, c'était fin mars, c'était la production pour tout envoyer début avril. Et puis depuis, je travaille sur la distribution, donc le e-commerce et le réseau bio. Ok. Ah, là, du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour parvenir à ça, justement? Donc, il y a une étape de financement, de rechercher des financements. Là, je suis pas mal actif, en train de regarder pour essayer de me trouver un associé. Donc, trouver des financements pour après recruter des profils commerciaux, profils plutôt opérations, voilà, pour donner plus d'ampleur au projet. Ok, trop bien. Et est-ce que tu as des anecdotes, des choses auxquelles tu t'attendais ou pas d'ailleurs? Pour moi, ce qui est très fort en fait dans cette expérience, ça a été l'atelier d'insertion, qui est vraiment la petite cerise sur le gâteau, et à la fois un moment où c'est difficile parce qu'il faut, voilà, c'est un lieu qui n'est pas totalement dirigé vers le travail, hein, du coup vers la productivité. C'est pas le cœur de la proposition d'un ESAT. Donc ça, c'est à la fois source d'effort et en même temps de moments humains partagés vraiment extrêmement forts. Voilà, quand on arrive dans ces lieux-là, tout le monde arrive, bonjour Maxime, avec beaucoup d'exubérance, des contacts qui sont d'une grande simplicité, qui sont d'une grande beauté, en fait, où on échange et qui, à chaque fois, en tout cas, me remplissent de joie. Tu as eu des moments plus durs ou pendant la phase de création jusqu'à aujourd'hui ou pas du tout? En plus, toi, tu es Ouais, créatif, donc ça doit être un challenge aussi. avec ouais, les temps familiaux, effectivement. En plus, j'ai un bébé qui a 7 mois, donc il faut gérer un petit peu tout ça. Mais la flexibilité de l'entrepreneuriat aussi le permet, puis le fait de travailler à la maison aussi. Mais effectivement, c'est pas une sinécure, l'entrepreneuriat. C'est une vraie bataille contre soi-même. C'est une bataille psychologique pour continuer à croire dans ce qu'on fait. Je pense que ce qui est super important, c'est de toujours revenir à l'objectif. Quand on commence un projet, on a une intuition, on a un objectif, on a un désir, et puis vraiment se le dire oralement, se l'écrire presque, et puis toujours revenir à cet objectif quand on a des moments de baisse, que forcément, il y a des moments où on se prend des baffes, où on se dit, à quoi bon, quoi, à quoi bon, je fais tout ça, mais quel va être l'impact de tout ça, quelle va être la répercussion? Donc là, dans ces moments, il faut revenir à l'objectif, revoir le big picture en disant maintenant, il y a une vraie utilité. Ça, c'était aussi, j'ai eu un accompagnement aussi, j'en ai pas parlé, mais par l'incubateur de mon école de commerce, la Blue Factory. Et la responsable, Maëva, que je salue, a été aussi assez moteur là-dessus pour me conforter dans l'idée que voilà, on a tous quelque chose d'unique à porter, et même si parfois on a l'impression qu'il y a l'offre qu'on s'apprête à proposer est en train d'exploser et qu'il y a plein de monde qui offre la même chose, on a une manière unique de la proposer. Donc il faut la marquer encore plus, se la reconfirmer, parfois l'angler un peu plus, pour que ce soit encore plus visible aux yeux des consommateurs.
mais on a quelque chose à apporter d'unique. Donc Ouais. après, le marché sera prêt ou pas à l'accepter, mais on a quand même quelque chose d'unique et c'est ça qu'il faut se redire. Et est-ce que tu as d'autres conseils pour les futurs entrepreneurs qui voudraient se lancer, qui n'osent pas forcément, voilà, est-ce que tu as des conseils pour eux? Moi, ce serait déjà de s'entourer, parce que je pense que si je devais refaire, j'essaierais de le faire avec une autre personne. Après, c'est pas forcément évident de trouver son associé. Il faut pas se planter parce que ça peut aussi être un critère d'échec une mauvaise association, mais d'une personne avec qui on est complémentaire. Donc, de s'entourer, euh, de vraiment s'écrire le pourquoi je fais ça, de la mettre au propre pour toujours y revenir quand on a un moment de blues et puis se dire que voilà, on a quelque chose d'unique à apporter, de tenter parce que voilà, on n'a pas grand chose à perdre, même si on met des billes personnelles, même si on met toute sa fortune, même si on vit plus simplement, effectivement, on se permet moins de choses, on contrôle plus le budget. Ben, quand on le regarde à une échelle un peu plus long terme, si je regardais dans 5 ans, et même si j'échoue avec ce projet, avec mon projet entrepreneurial, dans une échelle de vie, c'est peu important. On retombera toujours sur ses pattes. Et moi, le volontariat m'a beaucoup aidé là-dedans aussi, parce que j'ai vu des personnes, des Haïtiens, qui étaient merveilleux, qui étaient tous des entrepreneurs, hein, des mères de famille qui se levaient à 3 heures du matin pour vendre leurs quelques légumes qui leur permettaient de vivre au jour le jour. Ben, chacune de ces mères de famille, c'est Madame Sarah, comme on les appelle, sont toutes des entrepreneurs à mes yeux. Puisqu'elles laissent tout, elles jouent tout à chaque fois, elles se rendent disponibles. Donc, ça aussi, pour moi, c'est un modèle qui me porte beaucoup en me disant, bah, si elles y arrivent et sont aussi courageuses, pourquoi pas moi Et donc, c'est aussi prendre des modèles auxquels se rattacher et qui sont inspirants, quoi. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin pour terminer? Eh ben, allez-y, parce qu'effectivement, on a besoin que tout le monde s'engage. Donc, il faut des entrepreneurs engagés et surtout, moi, je dirais de rester authentique et cohérent. On a besoin de personnes qui soient cohérents. La tentation de faire des raccourcis, la tentation de faire des surenchères va vite arriver pour être dans le vent, être voilà, dans le green. Surtout pas. Effectivement, on va entendre beaucoup de sirènes qui vont dire non, mais ça tu passes un peu, ça tu feras rapidement parce que voilà, le business n'est pas orienté là-dessus. Non, garder son intuition, de dire proposer quelque chose de cohérent qui fait l'impasse sur rien du tout. Parce qu'on a besoin maintenant d'initiatives qui soient vraies, qui soient authentiques. On a besoin de s'écarter de tous ces gens qui nous font de la surenchère, qui nous disent bio alors que les 99% n'est pas bio. Toutes ces personnes qui font un marketing qui est pas sain et qui donne plutôt envie de vomir plutôt qu'autre chose. Donc voilà, arrêtons les raccourcis, soyons authentiques, vrais. Et présentons ce qu'on fait avec authenticité. Et puis les gens, je pense, vont adhérer de plus en plus à cette démarche d'authenticité, de dire voilà ce que je fais, voilà ce que je vais proposer, et je vous montre aussi les problèmes que j'ai, voilà, d'être dans cette mentalité de bêta en permanence dans ce qu'on fait. Carrément. Bah, merci beaucoup, Maxime. Merci Antoine.